Welcome to Beatrice and to Marine, and I will let you guys start. Thank you, Florian, for the introduction. I'm Beatrice Doans. I'm the head of studio of MPC Paris and Liège. I'm also co-chairing with Olivier Emery, the French vendor association that is France VFX here in France. So just a little bit of history of our studio. The studio was founded in 1985 in France. We've been working in Belgium since 2015. We are part of the technical group, and since 2021 we took the name of our sister company MPC, and so we are now MPC in Paris and in Liège. We were previously called Micros. That is still a part of the group technical, but not for animation feature. So the studio here in Paris is around 150 seats. Liège is a smaller studio, up to 30 seats at peak. We are managing around 50 different projects per year, different size of project, very small project, big project. So we have a kind of diversity of project in our studio. The specificity we have here in Paris is a long relationship and partnering with the French cinema. We had the chance to work with directors such as Jacques Audiard, Xavier Giannoli, Michael Haneke. And so this is really this relationship and the way to work with the French director from the script to the final delivery that is special here. Since we are now MPC, we are leveraging the total capacity of MPC. For those who don't know MPC was making the Harry Potter movie, The Lion King, Jungle Book, iconic project. So we have really the both side of being small and also global with MPC. So yes, we have the chance here in France to have a dedicated international tax credit that is very attractive to international production. And like other studio here in France, we have now the chance to work on some more international content and put in light the work of incredible talent that we have here in France. Sorry, I'm a little bit. Under Paris, Sous la Seine is a real example of the collaboration between different studio in France. We have Arnaud Fouquet, that is the general supervisor of the project, who also supervised the work here in MPC. We are very proud of the work that we have been doing on this project. And yes, that's it for the presentation of the company. All right, that's awesome. Thank you so much, Beatrice. I'm sure that you might have some questions at the end of the conference about like a jobs interview and so on. So get prepared about that because everybody's excited about MPC. I did myself 2 rounds in MPC, but it was back in the day in Vancouver. So MPC got a special place in my heart. All right, so guys, we are going to go toward the video. So look at that. Bonjour tout le monde, alors on se retrouve avec l'équipe qui a réalisé les effets visuels de Sous la Seine, l'équipe de MPC. Est-ce qu'on pourrait commencer par avoir une courte introduction de chacun d'entre vous? Je commence. Alors je m'appelle Arnaud Fouquet, je suis superviseur VFX chez MPC. Alors moi je suis Lauriane Lucas, je suis productrice VFX chez MPC, où je supervise en étroite collaboration avec Arnaud l'ensemble du processus de production des effets visuels, depuis la budgétisation du projet jusqu'à la planification et la fabrication des effets, en passant par la gestion de l'équipe et l'accompagnement des clients. Bonjour, moi je suis Marit Cisnaki et je suis Rigging Supervisor à MPC Paris. Sous la Seine, j'ai supervisé la création des squelettes et des outils d'animation pour toutes les créatures et les sites de vol. Et je m'appelle Louis Mahéro, je suis superviseur de la foule et j'ai fait plein de requins sur ce film. Super équipe. Bah, écoutez, je vous propose qu'on regarde tout de suite le trailer du film. On a un signal.
plan Paris. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Un requin dans la Seine. Qu'est-ce qu'il viendrait faire à Paris? Pour alors quel beluga, vous vous êtes pas posé la question, non? Le départ du triathlon est dans moins de 24 heures. Si nous ne faisons rien, votre opération de com pourrait se transformer en un véritable bain de sang. Ça va être le massacre. Paris est et sera toujours une fête, une immense fête. C'est fini. Aussi bien que les... Super, merci beaucoup pour le trailer. Bon, bah écoutez, à vous la main. Je vous laisse nous présenter un peu le travail sur le film. C'est-à-dire qu'en gros, le film, on l'a commencé en juillet 2022. Ok. On a eu quand même beaucoup de préparation avec Xavier et toute l'équipe de production pendant presque 9 mois. On a eu 3 mois de tournage et puis 8 ou 9 mois de post-prod. Voilà. C'est un film qui a été... dont j'ai fait l'entièreté de la supervision, ok, dont la fabrication a été divisée dans plusieurs boîtes. C'est-à-dire qu'on en a fait une partie ici chez MPC. On s'est occupé essentiellement des plans, tous les plans sous-marins, donc tous les plans de requins, donc les plans de requins aussi en dehors de l'eau et sous l'eau, hein, d'accord, plus différents autres plans. On avait 288 plans. Il y a une partie des trucages qui ont été faits chez Digital District, tout ce qui se passait principalement sur la Seine, c'est-à-dire l'incrustation des quais de Paris, qui ont été réincrustés parce qu'on ne pouvait pas tout tourner sur les quais sur la Seine. Et on a fait quelques plans aussi chez UFX qui sont des plans de découverte dans la brigade fluviale, des plans de découverte qui étaient tournés en studio. Et au sein de MPC, on en a fait une partie à MPC Paris et une partie à MPC Liège. Mais en gros, il y a 330 plans chez Digital, 288 plans chez MPC, 59 plans chez UFX et au total 677 plans truqués. Voilà. Pour la partie MPC, donc nous on a travaillé sur 288 plans, c'était une équipe de une bonne 83 personnes même exactement, donc réparties entre Paris et Liège. Nous il y a un des gros challenges, c'était que on avait donc beaucoup de plans de requins, on avait plus de 120 plans avec des requins et dont une bonne dizaine avec beaucoup de requins. Voilà, et une trentaine de plans full CG, à peu près. Donc ça, c'est les gros chiffres du projet. Comment ça s'est passé avec Xavier? Eh ben écoute, en fait, donc il y a une longue collaboration avec Xavier, hein, presque 2 ans de fabrication, donc vraiment une longue collaboration avec lui. Pendant toute la prépa, on a eu beaucoup de discussions avec lui et beaucoup de personnes de la production, avec le chef opérateur, pour essayer de trouver des solutions de tournage, parce qu'il y avait plusieurs problématiques. C'était où tourner les plans sous l'eau, parce que évidemment le film commence avec sous un océan de plastique, donc ça nous paraissait assez évident de tourner dans la mer, mais dans la mer il était hors de question d'aller tourner dans un océan de plastique, ça c'est sûr, mais aussi de déposer en déco des plastiques, donc c'était assez compliqué à faire, voire impossible. Donc comment faire ça? Ensuite, tout ce qui était sous la Seine, évidemment pas pu tourner sous la Seine, de toute façon sous la Seine on voit pas, à plus d'un mètre on voit plus rien, donc ou tourner dans des plans qui sont censés se passer sous la Seine et comment faire croire qu'on est sous la Seine tout en voyant suffisamment loin, parce que quand même c'est du cinéma, pour pouvoir voir les requins. Ça c'était la première grosse discussion qu'on a eue tous ensemble. Et ensuite la deuxième problématique c'était comment tourner les plans qui se passent sur Paris, sur la Seine. Parce que à Paris, on peut tourner un peu sur la Seine, mais les autorisations elles sont très compliquées à avoir. Et il faut savoir que la Seine, en fait, c'est une autoroute. Donc en gros, on avait des autorisations sur quelques jours de 6h du matin, ou je sais plus, jusqu'à 10h. À partir de 10h, toutes les péniches repassaient et ça devenait impossible à tourner.
Donc on a quand même toute une séquence de fin qui dure une demi-heure sur laquelle il y a beaucoup d'actions, il y a un ponton flottant et tout ça, donc c'était évident qu'on n'aurait pas pu tourner sur la scène. Donc c'est comment tourner ces plans-là, et où les tourner, et comment faire pour que ça fonctionne. Et la première problématique, tout ce qui est sous-marin, on a tourné évidemment en piscine, un peu dans la mer aussi, et en piscine, avec une eau plutôt limpide et puis plein de débris dedans, et on a étendu cette piscine pour donner l'impression qu'on était dans la mer. Et pour la deuxième problématique, on a tourné en piscine extérieure à Alicante, sur un énorme bassin qui fait 80 mètres par 100, avec une eau verte, couleur accord piscine, et on a tourné des pelures et modélisé tous les quais de Paris, 2,5 km de quais de Paris, pour pouvoir les réincruster sur ces plans tournés à Alicante. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du setup de tournage qui a été fait chez Light en Belgique? Parce que c'est un setup de tournage qui est vraiment impressionnant. En fait, chez Light, c'est un studio donc, qui est en Belgique, qui est un studio couvert, qui a été créé spécialement pour le cinéma, évidemment, et qui permet qui a une fosse de 8 mètres, qui va jusqu'à 9 mètres de profond, sur lequel il y a un grille, donc on peut construire un décor, et le décor descend progressivement dans l'eau. C'est ce qu'on a fait pour la crypte, par exemple. Donc on descend le décor jusqu'à 9 mètres de profondeur, après nos comédiens vont jouer dedans. Et pour les catacombes, c'est un décor encore plus grand, on a tourné dans ce même studio, et donc en plus de cette fosse qui est de 9 mètres, ils peuvent immerger l'entièreté du bassin, donc l'entièreté du studio, c'est-à-dire qu'ils mettent des murs étanches et ils remontent d'1,50 m de plus, et donc d'un coup ça recouvre tout le studio. Donc je ne sais plus combien il y a de mètres carrés immergeables, mais c'était gigantesque. On avait un décor, le décor des catacombes, c'était énorme. Il y avait tout ce cercle dans lequel il y a ce qu'on appelait la shark party, plus un tunnel qui a amené jusqu'à un énorme tunnel dans lequel on avait mis un zodiaque. Tout le décor était fabriqué en un seul bloc, c'était un énorme décor. C'était hyper impressionnant. Incroyable. Et après, il fait juste 35 degrés dans le studio. Tu suis à grosse goutte parce qu'il faut que l'eau soit très chaude. C'est très physique. C'est très physique. Ah non, c'est hyper physique. C'est une humidité de dingue. C'est assez. Et l'autre studio, donc le studio extérieur, c'est à Alicante, c'est à la Ciudad de la Luz. Et donc c'est sur un backlot. Ils ont créé un bassin qui fait 100 mètres par 80 mètres avec un immense fond permanent qu'on peut mettre en vert, en bleu, en ce qu'on veut. On peut changer la couleur en fonction des demandes. Et il est assez surélevé, donc ça permet de faire un 360 sans trop de pollution visuelle. Et donc là, on a pu tourner dans ce bassin dont la couleur est un peu verte, donc ça tombait très bien, c'était raccord à la scène. Pour le tournage, on avait Nicolas Massard, le chef opérateur. Nicolas Massard avait préconisé d'utiliser un cable cam, c'est-à-dire qu'on avait sur les quatre coins de ce un cable cam comme pour les matchs de foot, c'est-à-dire qu'on avait une caméra sur des câbles qui permettait d'aller partout dans le bassin et de faire des plans au ras de l'eau, aérien, monter, descendre, et donc le réalisateur avait toute une flexibilité dingue pour faire des plans, ce qui permettait faire les plans qu'on voulait dans tous les axes, et on lui a laissé une grande liberté par rapport à ça, parce qu'on savait que derrière on remettait Paris, mais qu'on allait le refaire en 3D, et donc ça laissait beaucoup de liberté sur les mouvements, quoi. J'ai une question un peu bête, mais qui me démange. Est-ce que toi, en tant que VFX supervisor, tu étais de temps en temps en combinaison de plongée sous l'eau à regarder ce qui se passait? En combinaison de plongée, ça m'est arrivé, mais c'était juste pour m'immerger jusqu'à la taille, parce qu'à Alicante, l'eau fait 1m20, donc on peut aller dans l'eau comme ça. Après, tu n'as pas le droit de plonger si tu n'as pas passé au brevet professionnel. C'est-à-dire que pour travailler, c'est-à-dire que moi je pouvais le week-end aller plonger si je voulais, plonger dans la mer, faire voir les petits poissons, mais dans le studio c'était strictement interdit. C'est-à-dire que si tu n'as pas un brevet professionnel de plongée, tu ne peux pas plonger pendant les heures de tournage. Donc non, hélas. Non, puis en plus, la supervision d'un film comme ça, quand tout le monde est dans l'eau, elle se fait à l'extérieur, c'est-à-dire que tu as les retours vidéo, tu peux parler dans un micro, et sous l'eau tu peux rien faire, quoi. Tu es avec eux, mais tu peux pas leur parler. Donc la supervision se fait vraiment à l'extérieur. C'est beaucoup plus simple.
Même si on avait tous envie. Vous n'avez pas la technologie de vos personnages dans le film pour pouvoir communiquer sous l'eau. Dommage. On pouvait les entendre, mais eux ne pouvaient pas s'entendre entre eux, quoi. Parce que par moment dans le film, quand ils plongent en mer, ils ont des casques qui ne sont pas les casques des full face, ils ont juste des casques classiques avec. Donc là, ils ne pouvaient même pas parler, ils ne pouvaient que entendre. Et donc s'il n'y a que l'opérateur sous-marin qui lui avait un opérateur à full face, qui pouvait parler avec la surface. Et donc c'est assez. C'est hyper intéressant, mais c'est une expérience assez dingue de faire de la mise en scène comme ça à distance, juste par le son, parce que il n'y a plus aucun repère une fois que tu es dans l'eau. À droite, à gauche, en haut, en bas, tu sais pas trop. Enfin, quand tu es dans l'eau, tu perds un peu ces repères-là, donc c'était hyper compliqué de placer les gens. Et en plus, t'as quand même ils descendaient souvent à 9 mètres, donc l'oxygène, tu la consommes assez vite, surtout avec des full face, donc il faut remonter. S'il y a un des comédiens qui d'un coup n'a plus d'oxygène, tu remontes. Bon, bah, tu refais remonter tout le monde, hein, t'attends, tu recharges les bouteilles. C'est un exercice assez, qui peut être assez fastidieux et il faut être assez patient, voire très patient, mais c'est passionnant. Passionnant et impressionnant. Super. Bon, on passe à la 3D et on va commencer du coup, je crois, avec Marine qui va nous parler du rig. Le rig, exactement. Pour faire simple, on prend un modèle 3D et on en fait une marionnette pour que les animateurs puissent les animer et leur donner vie. Donc ça passe par la création d'un squelette numérique sur lequel on va accrocher la géométrie avec un système de déformation. Que ce soit des objets, que ce soit des créatures, ce qu'on appelle des CG double, des doubles numériques, on en a fait beaucoup sur ce film-là. On essaye de rester au plus réaliste et au plus anatomiquement correct, tout en laissant aux animateurs le plus de contrôle et le plus de liberté pour pouvoir être créatifs et répondre aux demandes des directions d'animation et des besoins du scénario. Est-ce que tu as rencontré des challenges particuliers par rapport au rig du requin ? Oui, particulièrement, on a pas mal de séquences où on a beaucoup de requins dedans qui ont été animés keyframe, c'est-à-dire qui ont été animés entièrement par les animateurs. C'est pas généré par de la simulation, c'est pas de la crowd. Et pour pouvoir rapidement tracer toutes les trajectoires, il a fallu qu'on mette en place et qu'on développe un outil particulier pour pouvoir permettre aux animateurs de dessiner la trajectoire de chaque requin et de construire la scène. Et après de venir suranimer par-dessus chaque requin son acting qui lui est fort. Top, beau travail. Effectivement, une des difficultés d'un film de requin où le requin est quand même très très présent, c'est de pouvoir interagir assez rapidement avec le montage en fait. C'est-à-dire que leur présenter des maquettes ou des animations un peu rough pour qu'ils puissent eux commencer le montage et se dire voilà, oui, les trajectoires ça va, le timing ça va. Et d'avoir développé cet outil-là, ça permettait de sortir des maquettes très rapidement et de valider l'animation très rough, mais qui donnait déjà vraiment l'intention de chaque plan. Sans cet outil-là, c'était hyper compliqué à communiquer suffisamment rapidement avec le montage et le réalisateur. Donc ça a été indispensable. Est-ce que vous pourriez nous parler maintenant de la conception du requin ? Oui, là c'est la conception du requin. Donc en fait, Xavier voulait un requin mako, mutant, mais peut-être pas autant que ce qu'on voit là. Donc un requin mako, mais légèrement mutant, entre le requin mako et le requin blanc, mais quand même plus proche du requin mako. Donc on a pas mal designé autour de ça. On a eu beaucoup d'allers-retours avec Xavier. Il avait fabriqué aussi sur le tournage, il avait fait faire des petites sculptures tout au début de production sur lesquelles on s'est un peu inspiré, mais au final sur les sculptures qu'on voit là juste avant, elles sont trop mutantes, on perdait le réalisme, alors que Xavier voulait un truc comme très très crédible. On a gardé quelques caractères, mais on s'est plus rapproché comme d'un requin réaliste, parce que en fait les références de Xavier, en fait c'était que des références de documentaire, quoi. En fait, il voulait quelque chose de très impressionnant, mais il voulait qu'on y croie. Donc c'était clair qu'il fallait pas qu'on fasse un requin trop mutant, parce que d'un seul coup, c'était quand même très compliqué à rendre crédible. Donc voilà, on s'est orienté vers quelque chose du plus crédible possible, le plus vraisemblable. Et donc c'est un mako légèrement blanc, mais légèrement requin blanc, mais quand même très très requin mako, quoi.
avec la complexité aussi au niveau du rig, qui est quand même des choses complexes à animer, qui sont toute la dentition, la gueule du requin, quand il mord, c'est la dentition qui sort, des choses comme ça qui ont été des choses assez compliquées à mettre en place, quoi. Émilie Picard, oui, qui est notre figure sur le requin, a dû, pareil, développer tout un système parce que la mâchoire du requin, quand elle s'ouvre, les dents s'avancent. Donc elle a dû développer tout un système juste pour ces requins, pour que ça puisse correspondre à ce qu'on a dans la réalité et déformer le modèle de manière plus vraisemblable et plus réaliste possible sur ce modèle. Et après, il y a eu un gros travail sur les rendus, parce qu'en fait, les requins, quand on regarde les références, la peau, en fait, peut avoir plein d'aspects différents suivant la qualité de l'eau, suivant la profondeur, suivant l'incidence de la lumière. Par moments, ils sont satinés, par moments, ils sont brillants, par moments, ils sont métalliques. Et ça, et par moments, ils sont tout ça en même temps. C'est-à-dire que suivant l'incidence de la lumière, il y a un petit côté satiné, il y a un côté... Et là, on a eu un gros travail de rendu et de compositing pour retrouver ce côté satiné, pour pas qu'il fasse plastique, parce que ça peut très vite faire plastique. On a pas mal travaillé sur ce côté, sur ce rendu, avec Florian et Maxime Chek, qui est le subcomp de la prod. Vous avez utilisé plusieurs shaders et vous avez switché en fonction des scènes. Vous aviez des rendus où au compositing, les shaders étaient mélangés de façon différemment en fonction des plans, ou comment vous C'était ça, c'était au compositing. Il y avait plusieurs shaders et en fait on les mixait au compositing, effectivement, en fonction des séquences, en fonction de il y a un peu au feeling, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a tous les shaders et on les dosait différemment, pour que ça soit le plus crédible possible. Ouais. J'avais une autre question. C'était par rapport au requin, parce que j'ai vu aussi que, donc, du coup, j'aime bien toujours faire le lien avec le tournage. Et j'ai vu qu'au tournage, donc, du coup, des animatronics avaient été utilisés. Et alors, je me posais la question, c'est que vu que tu nous dis qu'il y a eu un gros travail de look du requin en 3D, est-ce que l'animatronique et les puppets ont été créés après que le modèle 3D soit validé, ou est-ce qu'il a fallu du coup remodifier potentiellement sur certains plans les animatronics pour que ça matche dans les deux cas? Alors, en fait, c'est une bonne question, en fait, parce que l'animatronique qui a été créé par l'atelier 69, en fait, était plus de l'ordre du requin blanc, pour tout te dire. Et donc, quand on en a parlé à Xavier, on s'est dit, maintenant qu'on a un animatronique qui est plus d'ordre de requin blanc, il va falloir qu'on fasse même si tu vas requin mako, il y a quand même un mix à faire. Donc ça tombe bien, parce qu'on voulait quelque chose d'un peu mutant. Mais effectivement, l'animatronique a été créé avant que l'on redesign, nous, en post-prod, le requin. Donc nous, on avait l'animatronique, on savait qu'il fallait pas qu'on s'en éloigne trop, même si on a justement un peu redosé pour pouvoir avoir un requin qui soit plus dans le design que voulait Xavier. Et l'animatronique, on l'a pas retouché, mis à part les yeux sur certains plans. C'est-à-dire que l'animatronique, il a servi pour la séquence où quand Mika caresse le requin dans les catacombes, là on avait l'animatronique qui était, parce que le requin était très très lent, voilà, il bougeait un peu la queue, et l'animatronique était vraiment super bien fait parce qu'il était autonome, avec télécommande il pouvait nager. Donc on s'en est servi pour cette séquence là où elle le caresse, donc au moment où il y a un vrai contact un peu sensuel avec le requin là, et au moment de l'autopsie. Quand Bérénice ouvre le requin en deux, ça c'était le même animatronique qui a été utilisé. Il a été utilisé pour ces deux séquences. Ouais. Et donc la seule intervention qu'on a fait nous, c'est juste sur les plans du requin quand il est dans l'eau. On lui a rajouté on appelle ça la nictitante, c'est-à-dire que la petite paupière qui se referme avec un peu de brillance dans l'œil pour rendre un petit peu plus vivant le requin, on va dire. Voilà. Mais on n'a pas changé sa forme. Okay. Bon, et alors du coup, quand il y a un requin, ça va, mais quand il y en a beaucoup, quand on a des crowds, des foules, comment ça se passe? Quand il y a beaucoup de requins, ça a été une demande assez spécifique sur ce projet. Donc, comme on l'a dit, on a eu le temps d'anticiper, puisque on a eu plus d'un an de préparation avant que le projet arrive en post-production, puis on a eu 9 mois de post-production. Donc il y a plein de choses sur cette foule de requins qui fait que, en fait, on ne l'avait jamais fait. C'est déjà de la navigation 3D, donc des choses qu'on fait beaucoup moins souvent que des humanoïdes,
des animaux terrestres qui sont en contact sur une surface 2D, donc la navigation en 2D. Et c'est donc habituellement, quand on fait de la simulation de foule, on va faire des simulations de points. Donc on a des particules qui se déplacent et dessus on va avoir des personnages, des agents qui vont être animés par des animations. Sauf que sur des requins, en fait, c'est très gros, on les voit très près. On ne peut pas juste avoir une animation qui est jouée sur une particule, parce que sinon ça fait que les requins vont drifter. Quand ils vont tourner, la queue va partir et c'est pas comme ça que nagent des requins. On avait une très bonne référence qui s'appelle 700 requins, qui est un documentaire 700 requins dans la nuit, où on voit 700 requins et le brief c'était de faire 700 requins dans la crypte. Donc comme il disait, le setup qui était immergé, donc il y avait 4 colonnes et les requins doivent nager autour de tout ça en cercle concentrique. Donc en fait c'est des trajectoires qui sont très arrondies, beaucoup de courbes. Et donc pour ça, le requin ne peut pas juste avoir une animation. Il faudrait des animations pour tous les cas, des animations où il va tourner vers la droite, vers la gauche, un petit peu, beaucoup. Enfin, en fait, c'était juste pas pensable de faire que du mélange, du blend d'animation. Donc on a dû trouver un autre moyen. Pour ça, on a utilisé Houdini, parce que donc, le logiciel avec lequel on travaille habituellement ne le supportait pas, on n'a pas réussi à avoir un résultat concluant. Et donc l'idée a été d'avoir une animation de requin qui nage, de faire la simulation avec ça. Donc on a des simulations qui sont assez rapides, puisqu'on n'a qu'une seule animation, et donc c'est que des requins qui nagent en driftant. Et post-simulation, on vient redéformer ce squelette de requin qui drift d'après la trajectoire. Donc post-simulation, on vient recalculer les trajectoires de chacun des requins. On utilise ces trajectoires pour déformer les animations de tous les requins. Et on vient réinjecter, du coup on mélange ces deux animations, l'animation du requin qui drift et l'animation redéformée d'après sa trajectoire, pour avoir une animation finale de requin qui ne drifte plus, qui suit sa trajectoire et qui nage du coup en louvoyant d'après les courbes qu'il effectue. Donc c'est un truc qu'on a complètement développé pour le projet, qu'on n'avait jamais fait. Et donc là-dessus, il y avait donc, en plan de crowd, il n'y avait pas beaucoup de shots, entre 6, on disait tout à l'heure. Une petite dizaine. Entre 6 et 10. Ouais. Et donc là-dessus, on a été deux, donc il y avait moi et Yann Belli qui a lui surtout du coup ensuite fabriquer des shots. On a fait la mise en place du setup ensemble et il a décollé sur tous les shots sur le projet. C'est impressionnant, effectivement, tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de shots, mais moi en tous les cas, les shots m'ont marqué, parce qu'en fait, même sur la crowd, il y a vraiment un niveau de détail. Je trouve que le lighting aussi est très bien géré. Bon, on en parlera un instant après du compositing, mais juste pour revenir un peu dans les détails, du coup, on est sur... Vous avez des instantiations de vos modèles qui sont low res pour la crowd, ou vous avez réussi à utiliser votre... Complètement le modèle, la résolution, on a utilisé le modèle main complètement. Bon là du coup sur les previews, quand on faisait des simulations, moi en simulation on peut switcher le modèle, donc j'ai fait des proxys pour travailler plus rapidement. Mais à l'export, on exporte le modèle full résolution et ça a d'ailleurs été un gros problème de pipeline en interne. Parce que comment on fait pour sortir le modèle main fois 700 requins, en vrai il y en avait même plus que ça. Plus que ça, ouais, t'avais plutôt 1000 requins d'ailleurs. Il y avait beaucoup plus que ça. On voulait avoir un ressenti de 700 requins à l'image, sauf que du coup il y a tous les requins qui sont hors champ, et donc il faut qu'on ait toujours à peu près le ressenti d'avoir 700 requins à l'image. Sauf que du coup il y en a aussi hors cadre, droite et gauche, au bas, et donc en fait en simulation on était quasiment à 2000 requins. Waouh! Et du coup, c'est ton rig Marine qui est utilisé sur cette crowd. Est-ce que c'est un rig spécifique que tu as développé pour la crowd ou c'est le même? C'est pas un rig spécifique, c'est le rig main sur lequel Augustin Bayard et son équipe nous ont fait des cycles qui ont ensuite été ingest par lui dans la crowd. Et on équipe nos rigs de squelettes additionnels qu'on peut exporter. Pas juste pour des besoins d'anime dans Maya, mais pour des besoins de crowd ou des besoins de simulation CFX dans Houdini ou dans DoSoft. Pour le coup, Houdini a les mêmes demandes que le logiciel qu'on utilise habituellement, donc c'est pas trop sorti de notre pipeline côté rig. Mais oui, le rig est équipé pour être crowd-friendly et CFX-friendly. Il y avait un squelette supplémentaire pour l'équipe de CFX, pour tous les shots main, où ils ont refait de la simulation sur les requins, pour donner un peu de dynamique, un peu plus de vie encore post-animation. Ouais, du muscle pour les branchies, tout ça, du gras surtout d'ailleurs. Il y a un peu. C'était une des questions qu'on a eues sur la foule, comment est-ce qu'on fait pour animer du coup, parce que comme on avait très peu de cycles d'animation, comment on fait pour avoir malgré tout de la variation et que tous les requins n'agissent pas pareil, pour avoir des variations de vitesse, pour avoir des variations de mouvement, d'amplitude de navoir.
Et du coup, en n'ayant pas toutes ces variations d'animation, parce qu'au final, on a un seul cycle d'animation sur je ne sais plus combien de centaines de frames, on a un requin qui nage et qui boucle. Et du coup, toutes ces variations d'animation, on les gérait en amplitude, vu que dans tous les cas, on remodifiait le squelette post-simulation. Si on le modifie, on peut très bien venir varier l'amplitude de l'animation. Et donc, en n'ayant qu'une seule animation, tous les requins nagent différemment, en fait. Mais c'était des vraies questions qu'on avait avec Augustin de comment est-ce qu'on anime, combien on fait de cycles, sachant que tous ces cycles d'animation sont vraiment faire. Ouais, c'était un vrai challenge, hein, ces quelques plans. Hein. Mais je suis d'accord avec toi. En tout cas, pour moi, c'est les plans. Je trouve que c'est le plan que je préfère du film, quoi. Enfin, les plans. Je parle des plans truqués, en tout cas, mais franchement, c'est des plans de requins qui sont pour moi, les plus beaux. Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant quand on les voit là en banc. Effectivement. Et je pense que ça nous permet de faire une transition sur le compositing. Je pense que le compositing a fait un taf qui est absolument remarquable aussi. On connaît la difficulté de faire des plans sous l'eau pour bien sûr la diffusion de la lumière, pour qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ne voit pas, beaucoup de choses. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette étape de compositing ? Je savais parce que j'avais déjà fait un peu quelques plans sous-marins et que j'ai passé quelques brevets, donc on sait que en fait les couleurs changent en fonction de la profondeur, en fonction de la turbidité et en fonction de la distance avec la caméra. C'est-à-dire qu'on perd déjà le rouge, après on perd le jaune. Enfin bref, c'est assez voilà. Il y a un travail de compositing assez important et assez compliqué à faire et qui est différent sur chaque plan. Parce qu'on a déjà tourné à plusieurs profondeurs, parce qu'on a tourné dans des eaux plus ou moins avec de la turbidité plus ou moins forte, et donc c'était à chaque fois différent. Donc, déjà sur le tournage qu'on avait fait, c'est que j'avais fabriqué une boule chromée, mi-chromée, mi-grise, et que j'avais fabriqué, où j'avais fait plein de trous parce qu'il fallait pouvoir l'immerger. En général, c'est des boules pleines d'air, donc c'est un peu compliqué à mettre ça sous l'eau. Donc j'avais fabriqué une petite boule pour qu'on puisse avoir ça sur le plateau. Et je faisais toujours passer un plongeur avec une mire de couleur. Et la boule, je le faisais passer dans la trajectoire du requin pour que déjà on puisse, nous, savoir quelles sont les couleurs qu'on voit, que la caméra voit, là où est censé se trouver le requin. Et ensuite, en compositing, c'était la grosse difficulté. C'est-à-dire que chaque requin, quand il nage, change en permanence de couleur. C'est-à-dire que plus il se rapproche de la caméra, plus il se resature, plus il se recontraste. Plus on était profond, moins on avait de couleur rouge. Donc voilà, il y avait tout un travail à faire au plan par plan qui a été assez compliqué et assez long à faire parce que chaque plan a été différent. En tout cas, chaque séquence était différente. C'était même chaque plan, c'est-à-dire qu'un requin qui est à 3 mètres de la caméra, il n'a pas du tout même rendu visuel que s'il est à 6 mètres, quoi. Donc chaque plan était à retravailler comme ça, sachant qu'effectivement en plus il y a, mis à part la boule que j'avais tournée, il n'y a aucun repère visuel qui pouvait nous aider. C'est-à-dire qu'un personnage comme on voit là, qui a été filmé en piscine, qui est tout en ombre chinoise, on ne sait pas du tout quelle couleur il a quand il est 2 mètres plus proche de nous, quoi. Ce qui n'est pas du tout le cas en milieu aérien. C'est-à-dire qu'un milieu aérien, une fois qu'on étalonne, si la personne est à 1 mètre ou à 5 mètres, il n'a pas du tout bougé. Les requins ou les objets, c'était totalement différent. C'était un étalonnage en permanence. Oui, intéressant. Et il y a une autre problématique, pour m'y être personnellement confronté une fois, le tracking sous l'eau. Comment vous avez géré le tracking de la caméra sous l'eau? Parce que dans la plupart des plans, du moins qu'on voit, il y a très certainement eu de l'effacement, mais des fois, je voyais la caméra bouger, je me dis, bon, comment ils ont fait ça? Est-ce que c'est de l'animation qui a été faite en fonction de la caméra ou est-ce qu'il y a vraiment un tracking qui a pu être fait? Ah non, il y avait un tracking. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction des plans, quand on avait du décor visible, on avait fait un lidar de tous les décors qui ont été ensuite immergés. Donc on avait déjà un modèle 3D des décors. Quand il y avait du décor dans le champ, les plans étaient traquables. Et si jamais on n'avait pas de décor dans le champ, on avait fabriqué des LED immergeables. Donc on mettait le long, on avait fixé des tubes et qu'on fixait le long du bassin et on avait des petites LED comme ça qui nous permettaient de faire des trackings quand on avait vraiment plus rien du tout visuel comme ce plan-là où il n'y avait rien, quoi, par exemple. En plus les LED étaient dimmables parce que dans une eau avec autant de turbidité,
enfin qui avait plus ou moins de turbidité, mais c'est-à-dire qu'il pouvait y en avoir beaucoup. Si la LED était trop forte, ça pouvait faire un gros glow qui aurait été plus que gênant. Donc en plus, toutes ces LED étaient dimmables, c'est-à-dire qu'au plan par plan, on les mettait plus ou moins fort pour pouvoir avoir juste des points sans que ça fasse des grosses auréoles partout. Donc c'était vraiment, il y avait, avec Nicolas Massard, on a fait un gros travail le chef opérateur, de prépa, et c'est avec lui qu'on a mis ça en place aussi. Alors, je voudrais pas spoiler la fin, donc j'ai pas forcément envie de parler des derniers plans avec ce superbe matte painting. Euh, je pense qu'on va plutôt directement passer à la suite et que vous nous parliez un petit peu de l'équipe, de vos achievements, de vos réussites. Alors, en termes de chiffres, donc on a fait entre 9 et 10 mois de post-prod, on était un peu plus de 80 chez MPC. Alors je ne sais plus trop la répartition entre le MPC France et MPC Belgique, mais c'est peut-être deux tiers France, un tiers Belgique. Est-ce que en termes de production, en termes d'image, est-ce qu'il y a une différence à travailler sur un film direct to Netflix, donc qui va être en VOD disponible immédiatement, versus sorti en salle? Écoute, aucune, je En pense termes pas. de production, Non. non. Bah, à part que, en fait, la grosse différence, c'est que par exemple, quand on a bossé sur The Last Duel, c'est un film en 2K classique. Quand tu bosses sur Netflix, c'est du 4K HDR. Donc c'est avec des images hyper définies en HDR. Donc c'est, on va dire, la seule différence, c'est ça, c'est que c'est encore plus le niveau de qualité est supérieur presque en salle, quoi, pour certains films en tout cas. Le stress de l'arrêt sur image du spectateur. Je me souviens avoir travaillé sur des films où, en final, la sortie salle, c'était pas la version définitive, et on retravaillait derrière justement pour la sortie Blu-ray parce que on voulait pas justement que quelqu'un puisse faire un arrêt sur image sur la mauvaise frame, quoi. Donc là, j'imagine que c'était le stress direct. Ouais, totalement. Mais ouais. Franchement, en même temps, je trouve que c'est une prod qui s'est quand même royalement bien passée par rapport à tout ça, quoi. C'était quand même. On n'a pas eu de problématiques liées à la résolution ni au HDR. Enfin, c'était vraiment. Non, c'était vraiment nickel. Oui, tout avait été anticipé. Ouais. Et Xavier avait quand même. Alors ça, je sais pas si tu l'as vu, mais Xavier avait fait un animatique de tout le film. C'est-à-dire que même tout ce qui était comédie et tout ça, c'est-à-dire que tout le film était déjà fabriqué avant le tournage, ce qui nous a permis quand même de préparer ce film de façon hyper constructive. C'est-à-dire qu'on savait exactement ce qu'on allait tourner, on savait comment, et cette préparation a été hyper bénéfique pour le film. C'est-à-dire que là, en prépa, on savait déjà plus ou moins à quoi allaient ressembler les plans. Ça nous permettait de savoir comment on allait tourner, où on allait les tourner, et ça, c'était vraiment aussi un gros point positif sur cette préparation, et évidemment qui a influé sur le résultat du film, quoi. Alors, je tenais à vous remercier, vous quatre, pour avoir répondu présent à cette interview et de nous avoir partagé tous ces secrets de production, tous ces VFX breakdowns, hyper intéressants. Et j'invite tous nos spectateurs à aller voir ce film sur Netflix si ce n'est pas déjà fait, sans en faire aucune pub. Mais c'est quand même un super film à VFX, avec en plus de ça un tournage qui a été challenging. Je rappelle pour tout le monde aussi qu'il y a un behind the scene qui est sur Netflix, qui est lui aussi très intéressant, mais qui n'aborde que très peu la question des VFX. Et c'est pour ça qu'il me semblait essentiel de faire cette interview avec vous. Allez, je vous remercie et maintenant on passe aux questions-réponses en live avec ceux qui sont présents. Yeah, that was really great. We could have talked about the techniques in that movie for hours. I think there are already one or two questions in the chat and more will come. So first, thanks to all the team. And I don't know if you guys going to have someone in your team right now who will be able to answer a bit about fluid and simulations and effects. Do you guys feel like telling us a little bit about that?
That will be awesome. First, thanks. I can see that Louis joined us. Louis from the crowd department. And if I'm correct, this is Augustin Palliard. Hello. Great. Nice to meet you, which is the animation supervisor. Okay, cool. So I will still try to engage with that question, and we'll see if you guys can answer. The question is, how did you deal with the water simulation? Because it's super heavy, and there are tons of water simulation that interact with the environment. I don't think we have any FX specialists around the table, so The answer would be for us, FX specialist actually, but it's made in Houdini, the water simulation, and it's part of it was a struggle to have a good definition in terms of water resolution by shot. The simulation I know was quite different from one shot to the other, and that's it. That's full Houdini water simulation technique. So you guys had to do the animation because most of the time is the sharks that will just splash everywhere. So you guys had to do the animation first, and then the FX people would just simulate all of this. Yeah, what I can tell you is, we needed more frames than the actual range in the shot range, just to be able to start the water simulation with a shark that is deep enough to have a good water simulation actually. So we needed to provide more animation that is than the one which is visible in the shot at the end. I mean, maybe 150 frames before, and coming from maybe 50 meters above the water surface. like the old pre-roll that we used to have in video years ago. Yeah. That's crazy. We always need to work more for those FX people. So we got a question from Aditya, and I think that's going to be for Marine and Louis. And Aditya says, the crowd simulation is incredible. Can you please elaborate on the difference between CFX Houdini-friendly rig versus animator-friendly rigs? Okay, well, in reality, the CFX / crowd-friendly rigs are rigs that are part that can be backed and exported post-animation. So it's the same rig with all the controls. The animator can do either cycle or keyframe animation with them. And then we can back and export either just the skeletons or the skeleton and the deformed mesh with them, and export them in FBX, for example, and give them to the crowd department and the FX department. So either as animation cache to feed the crowd, to give ideas and animation that can be then used in the crowd, or a geometry cache, like for example, in this shark, the rig had a geometry skeleton in it that we could export post-animation, and the CFX team in Houdini constrained their muscles and their fat meshes on this skeleton, so it would follow the animation that was made by Augustin and his team, and simulate on top of the animation to have the correct physical muscle and fat simulation. Interesting. And just when you say all that, it sounds like you came out with the solution like that. But like, I guess that you had like quite a long research and development moment, right? So how it works, like you guys work together, you do back and forth until you find the perfect solution? There were preparation shots before the start of the production. Like we had tests with different rig, and we modified the components on it and tried different type of exportation, different type of attributes of techniques to make sure that everyone had all the data they needed to work properly and have the character being moved from one step to another without losing any deformation, any information it needed. Wow. Double congratulations, because you have to please animation department and crowd department. So that was a lot of work. Congratulations. All right. So to go deeper, the question now is like, so the keyframes of the animation will be baked into the skeleton and then can be manipulated even after export?
even without the controllers? The main difference between crowd skeleton and main animation rig is for crowd simulation. I don't have any controllers. I don't have a rig. I only have a skeleton. And then after that, I use a skeleton which is animated by keyframe. So I have an exported skeleton with one frame, one key by frame, and I work on that. The difference may be usually optimization. I need to have the less join possible, so it's faster, it's less heavier. It's for an example, if we just kill one or two joints, if you multiple that by the 100 of sharks we have, you can gain a second of animation of simulation by frame, and it's really important to optimize everything you can. Awesome. Great. Thank you for that answer. Great. I want to take the opportunity as well that we have the animation supervisor to know a little bit more about the animation, because we didn't have the chance to have you during the recording of the session. So I was wondering how it worked, because we had the chance to talk a little bit about the crowd and the rig and how they have to simulate the entire crowd and then to reanimate some layers on the simulation to get something a little bit more organic, a little bit more natural. But I guess that you had two work, right? Like one of them was to just make all those sharks look great, but you had like mainly the main big shark. That was probably a lot of work, right? Yeah, exactly. So for the crowd department, we provided a cycle of 500 frame cycle that we use for the whole crowd shot. But every other shot in the movie, which is a bit more than 100, I think, were completely keyframes by hand by every animator in the team. It represents 6 or 7 person, 4 months, I think, or 5 months. And Wow. it's, as Arno said in the presentation, we had different steps that were very important to respect, to keep, and it was the first that we called the layout step, which was the rough layouting procedure to have validation from the director, just to be in the same way, the same page. Thank you. In order to have the sequence working together, every shot together. That was the most important and fast step that was very interesting and creative. And after that, it's a keyframe work as we are used to do. It's like having a lot of video references from every documentary, YouTube video, and to be able to match, to be very precise in terms of realism for the animation. I tried to provide a video reference for every shot so that the animators can be the more efficient possible. So that was important to work like that. That's impressive, though. Do we have a special guest? Yes, we have. Oh, hello. You're here. That's great. Cool. Florian, the 3D supervisor. Oh, great. Whoa, we need another hour then to cover all the subjects. Really? Well, we had to show great work, man. We had the chance to see some of your work, and it definitely works great in the picture. And I was saying to Louis when he's doing the crowd, I was impressed by the fact that we're able to keep all the details in the crowd of shark, and that must have been like something quite challenging. Okay, so got a question from Estelle that asking, hello, thanks for your conference and congratulations for the movie. I was just wondering if you started working on Under Paris or other projects. Basically, if you guys were starting working with USD pipeline. We are definitely looking into that to handle the complexity, but it's too soon to share with you the details. It hasn't been used on this particular movie. Okay. I think that's a politically correct answer. That's great. Yeah. Another questions, obviously, as soon as we say this is the end, questions popped out. And the question is, how many riggers are working at MPC? It depends on the number of projects we have, but last year we went from 2 people to a full team of 6 riggers, I think, dispatched on several movies at the same times. That's a lot of riggers. Last question, is there a lot of junior on this production? Oh, on this one, yes, maybe 4 or 5.
I think. You mean intern and Yeah. junior? Yeah. Yeah, we all, Intern and junior. Yeah. for intern and also a junior, it's always good to have diversity in the team, you know, just to be able to learn on a new experience on each project. Yeah, I guess that's Beatrice who's speaking right now, right? Yes. Yeah, great. So, and just by the way, about this, do you guys have a kind of intern policy about it? Like you will have like that many juniors for that many seniors or something like that? No, we are really we're having a project approach. So depending on the size of a project, because we know that especially for internship, we need to have the right bandwidth to be with the student. So it's really depending on the opportunity that we have on project. We don't have a principal rule on all the project, and depending also on the will also of the people, of the senior people. And it depends on really on the project and on the people who want to be involved more into transmitting knowledge. Not every people does the same. There is no one rule. All right, great. So you guys keep applying, keep tuned because there is maybe a job for you soon. And okay, well, there's a question that will be probably the word for the last word. Shubhams is asking for a tips for a VFX learner. Do you have any tip for him? Who want to answer that? Watch movies, draw, go to museum, read hard, and learn to learn. Because one thing is sure is the technique you will learn today won't be the techniques that you will apply in few years. I'm sure of it. Observing the life is the key. Nice one. That's true. Like I remember like having like a student, he was applying for a school, and I was like doing the interview session thing, and I was asking, hey, do you go to theater? And the guy answered me like, no. And I was like, why do you want to study visual effects if you don't go to theater? I was like, really? Obviously the guy didn't pass the interview, unfortunately for him, but I think it's important to stay updated, and not only movie, as you say, like literature, arts, everything. Thibaut is asking, are you open to remote experience worker? Yes, it's I would say also it depends really on the kind of project. Today, it's sure that we prefer having everyone in this floor because we have we really work on images and we share different. We need to take a decision and to work as a team. And it's true that we have the capacity of working remotely, but definitely we prefer people on the floor. All right, yeah, that makes sense. And Quentin is asking, what about AI? We had to have this question. AI is it's like for sure we are looking into it, and but not ready to disclose anything right now. Yeah, like hey, hi. A question from Shravans, like, does the strike has any effects on your in the production of this movie? Not this one, no. All right. Well, but that's great to see that some places are not too impacted. Well, hopefully we'll be all full speed within a few months. Thank you so much for staying a little bit longer. But I will take the opportunity right now to thanks a few people. Well, first of all, thanks for the all MPC teams that was here today and that was here during the recording. But as well, there are a few people that are behind the camera and that make this event possible. And I'm thinking of Leah Latassa, which is MPC Marketing and Communication. And so, special thanks to her because she's really the one who started with this idea of doing that behind the scene thing. Hi, Leah. So it's great. And as well from our end, because I think I don't quote them enough, but I want to thank Alice Vess, which is Meteorology Communication. We basically prepare, we make all the communication possible for this session to happen. We had as well Kali, we did the teaser, and our new intern, Issa, we did editing of the interview. So thank you so much, guys, for attending. Thanks to Netflix as well for let us use those images
to show things to people. And go watch that movie, guys. I guess see you next time all. Thank you everyone. Bye bye. You guys have a good night.